c'est pas seulement qu'elle. Il y a son frère aussi qui est né. Et elle, ma première vidéo, C'est qui son frère? euh, c'est son frère. Bon, moi, je le surnomme Yakanus. Yakanus ouvert. C'est lorsque Eya Robert, elle a fait une sortie sur cet événement, sur le fait que Emma l'Ouest a, on va dire, plus ou moins enfreint certaines règles du fait du coronavirus, que toi, tu viens quelque part comme une soupape pour vouloir défendre Emma l'Ouest, ou c'est quoi le problème? Je ne défendais pas Emma Louest en tant que telle. J'étais en train de lui dire à elle que si on devait faire pareil qu'elle, elle-même, elle serait devenue le barreau. Elle-même, elle a fait plein de choses ici en France. Elle n'avait pas le droit. On peut se clasher sur de vrais sujets, sur de vrais arguments, sur de bons développements. Mais se cacher sur des futilités, sur des bêtises, je trouve que c'est fatigant. Voilà. Et comme je ne sais pas me laisser faire, ça fait que, voilà, je n'aime pas, on va dire, le mépris. Je supporte beaucoup de choses. À frapper, défigurer, humilier, salir. Au même titre que bien de blogueuses et influenceuses, au niveau des bulles de filtre en Côte d'Ivoire sur la toile, elle a droit de citer. Pour preuve, elle revendique plus de 92 000 abonnés sur Facebook. Milan Adewa Ayen Edwige, fille de Krendiabo, elle a 36 ans, elle est mère de 6 enfants. C'est l'invité d'Actu People. C'est clair que pour ce qu'on a pu voir avec elle, c'est pas mal de rivalité sur les réseaux sociaux, mais au-delà, c'est une personnalité qui a besoin de se raconter et c'est ce pourquoi nous allons lui donner l'occasion aujourd'hui de pouvoir se raconter. Hein? On va commencer forcément par toutes ces rivalités qu'elle revendique sur la toile. SJ, ça va bien? Oui, ça va. Ça a été le week-end? Oui, très bien. Super. Qu'est-ce qui a marqué ton week-end justement? Ce week-end a été marqué par l'anniversaire d'un ami, un proche, qui est Abou Killer. Voilà, on a fêté son anniversaire, c'était bien. Voilà, donc ça m'a vraiment marqué. La proximité qu'on peut avoir avec quelqu'un dans un aussi laps de temps. Je ne connais pas trop longtemps, mais en fait, ça a été une grande rencontre et on est devenus, on va dire, un peu inséparables, quoi. On se comprend. Donc, ce vendredi a été vraiment magnifique. J'ai aimé ce vendredi soir-là. Donc, ce week-end-là a été marqué par l'anniversaire d'Abou Killer. Nous sommes un week-end de 19 mars, en tout cas on va dire le week-end du 18, vendredi 18, samedi 19 mars également, tu étais à Bonjour Paris, Oui. 2022, parce que au-delà de cet anniversaire, de l'anniversaire d'Abou Kila, qu'on salue au passage, tu as été à Bonjour 2022. Comment tu as trouvé cette soirée? Elle était bien. J'ai trouvé que le public n'était pas adapté, on va dire, n'était pas habitué à ce genre je pourrais dire cérémonie. Parce que c'est un spectacle, c'est comme aller au théâtre. Voilà, c'est aller voir des comédiens un peu en one-man show qui viennent et qui s'expriment. Voilà. J'ai trouvé que c'était bien parce qu'on relève un peu le défi. Avant les soirées, c'était dans des coins où il y avait des tables, il y avait à boire et tout. Là, on passe maintenant un peu, genre, on va dire, un peu à l'ivoirienne, comme au palais de l'hôtel Ivoire, où il y a vraiment une grande salle où tous les invités sont assis. Donc, ça changeait, c'était nouveau. Les gens n'étaient pas trop habitués, mais je pense qu'avec le temps, on va s'adapter. Tu insistes là-dessus, les gens n'étaient pas habitués. Toi, tu es habitué à ce genre d'événements, à ce genre de spectacle, dans Oui. des endroits de cet acabit? Oui, je suis habituée à aller au théâtre, au cinéma, dans des spectacles. Voilà, je sors beaucoup, On beaucoup. sait que tu résides en France, justement, les grands théâtres où tu as été, les salles de cinéma où tu as été, c'est quoi? Tu peux nous en parler pêle-mêle? Bon, pas vraiment les grands, c'est plus sur les bateaux. Je suis au bord du quai. Donc, il y a la salle sur le bateau où Amoutati fait ses prestations. Je vais beaucoup voir Amoutati fait ses prestations au quai de Seine. Il y a le bateau aussi, le Château Rouge, que je vais beaucoup. Après, il y a plein de salles, hein. Voilà. Il y a la salle vers Pigalle, là, vers Blanche, là, j'ai oublié. Il y a tellement de salles ici, donc celles qui me reviennent. Bon, au cinéma, le Grand Rex. Et puis à la Villette aussi, comme c'est pas loin de chez moi.
Voilà, il y a plein de petites salles comme ça, de temps en temps. Quand on organise des petites soirées, j'y vais. Parfait. Outre cette expérience que tu as dans ce genre d'événement, le fait d'aller les voir, tout et tout, forcément la soirée avec À Bonjour 2022 a réveillé forcément une rivalité que tu entretiens depuis de nombreuses années. On attaque directement avec Aya Robert. D'où vient cette rivalité entre vous deux? Cette rivalité vient du fait que je pense et j'estime que cette rivalité s'est créée chez elle. Parce que j'ai comme l'impression que je suis la première à avoir le verbe, peut-être qui a dû la blesser quelque part. Je suis venue, j'ai trouvé une fille, bon, assez banale, qui faisait ses vidéos, qui s'exprimait pas bien. Moi, je suis venue dans le cours du coronavirus. En fait, j'avais une grosse colère en moi et il y avait des doigts qui étaient refoulés en Chine, qui ne pouvaient même pas rentrer dans un McDo. Et ça faisait polémique, c'était sur tous les plateaux de télé et tout. Quand j'ai vu la vidéo, ça m'a tellement mise en colère de voir mes frères noirs refoulés, chassés à cause du corona, juste parce que ils, ils sont moins, on va dire, ils tombent moins malades du fait du corona. En fait, c'est un peu comme si le virus est inactif chez les Noirs. Donc, on a pas l'impression qu'ils propagent puisqu'ils ont la maladie, comme ils ne font pas la maladie. Donc, donc en Chine, ils ont commencé à dire qu'ils propageaient la maladie partout. Donc, on les refusait partout. Donc, moi, tellement ça m'a fait mal, avec cette colère, je voulais dénoncer ça. Pour dire, nous, les Noirs, on ne doit pas accepter ça. C'est impossible qu'on subisse ce genre de choses-là encore jusqu'en 2020. Donc, c'est comme ça que je suis sortie, je fais ma première vidéo. Et après, je fais la deuxième en fonction des sujets qui étaient sur la toile. J'ai pris goût. Et je suis tombée sur l'anniversaire d'Emma Louest. Emma Louest avait fait son anniversaire en Côte d'Ivoire où il n'y avait pas de confinement. Il y avait un couvre-feu, donc on pouvait se rassembler. Même si c'était pas vraiment normal, c'était pas, on va dire, strictement interdit. Voilà. Comparé à la France qui était vraiment en, en confinement total. La France était confinée totalement. On n'avait qu'une seule droit de sortir une seule fois et 1 heure pour aller juste acheter, faire les courses. Donc j'ai vu cette jeune fille lancer un direct et se plaindre du comportement d'Emma Louest. Elle a organisé son anniversaire, elle a invité les gens et tout. Ce qu'elle disait, je trouvais que c'était pas bien. Parce qu'on était dans une période où il y avait assez de tension. Voilà, la fille voulait s'amuser un peu, tout le monde connaît Emma Louest. Et toi-même en fait, c'est pas comme si elle n'est pas la bonne personne adaptée, non. Mais elle ne connaît pas. En fait, le problème, c'est qu'elle ne connaît pas. Et quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose, quand il parle, il les exagère tellement que ça devient gros. Et vu l'audience que cette personne peut avoir, en fait, c'est comme si la personne vendait l'autre à la vindicte populaire. Voilà. Déjà, la frustration de ceux qui sont chez les Européens, du fait d'être confinés, de ne pas pouvoir s'exprimer librement et de voir une jeune fille en Côte d'Ivoire, on va dire, qui est un peu aisée, tout se permettre de faire les choses, les gens pensent qu'il y a une, on va dire, valorisation, bien une, genre comme si elle était, comment on va dire ça, elle était euh, un peu favorisée, voilà, du fait de sa position. Non, elle a juste fêté un anniversaire et tout, c'était passé crème. C'est la polémique qui s'est ramenée derrière, qui a fait que le gouvernement a eu à lui envoyer, à lui faire des sanctions pour ne pas qu'on pense qu'elle a eu un privilège. Parfait. Donc, du coup, c'est lorsque Aya Robert, elle a fait une sortie sur cet événement, sur le fait que Emma Louest a, on va dire, plus ou moins enfreint certaines règles du fait du coronavirus, que toi, tu viens quelque part comme une soupape pour vouloir défendre Emma Louest, ou c'est quoi le problème? Je ne défendais pas Emma Louest en tant que telle. J'étais en train de lui dire à elle que si on devait faire pareil qu'elle, elle-même, elle serait derrière le barreau. Elle-même, elle a fait plein de choses ici en France. Elle n'avait pas droit. Et elle ne connaissait pas qu'elle n'avait pas droit à ça. En fait, l'ignorance, Toi, tu connaissais sa vie en dehors des réseaux sociaux? je ne connaissais pas sa vie, mais à regarder 2 de ces 3 vidéos, quand je l'ai vu faire la vidéo sur Emma Louest, j'ai cherché à savoir c'était qui. Donc, pour comprendre comment elle peut réfléchir comme ça. Donc, j'ai vu 2, 3 de ses vidéos. Je me suis rendu compte que la fille se promenait partout pendant qu'on était confinés. Tantôt, elle était chez sa soeur, tantôt, elle était chez son père, tantôt, elle partait se coiffer. J'ai dit, mais on est confinés.
Et c'est toi qui te plais des Malouest. Tu peux parler, c'est vrai, chacun peut donner son opinion. Mais quand même, demander une sanction contre la fille parce qu'elle n'a pas respecté, pourtant que toi-même, tu ne sais même pas que tu as une restriction ici en France, c'est vraiment abusé. Donc, du jour au lendemain, tu te mets à la suivre et cela débouche sur une rivalité en règle et vous vous retrouvez à vous insulter permanemment. Tout simplement, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça, mais c'est eux qui ont mal pris. C'est eux, c'est pas seulement qu'elle. Il y a son frère aussi qui s'y est mis. Parce que elle, ma première vidéo, C'est qui son frère? euh, c'est son frère. Bon, moi je le surnomme Yakanus. Voilà, anus ouvert. Donc c'est son frère qui s'y est mis. Il a décidé de prendre sa défense. Comment il fait ma première vidéo, elle n'a pas répondu. C'est lui qui est sorti le lendemain et il m'a menacé. J'ai trouvé que vous avez fait des vidéos. On a vu, comment on appelle ça, Guenon, qui, on va dire, qui s'est fait lyncher par eux parce qu'elle s'est exprimée. Ils ont trouvé une contradiction à dire. Ils ont trouvé raison de contredire ce qu'elle avait dit. Vu que tu dis que Aya était connue sur les réseaux sociaux avant que toi tu ne fasses tes prises de parole, le fait de t'attaquer à quelqu'un qui était déjà reconnu quelque part, qui avait une petite communauté, c'était pas une stratégie pour toi pour te faire voir quelque part? Je ne la connaissais pas. En fait, je n'étais pas sur les réseaux. Non, mais c'est ce que je dis. Elle était sur les réseaux Je ne sociaux. peux pas savoir qu'elle est connue. Non, tu dis, tu as suivi sa communauté, tu dis, parce que moi je t'ai suivi au mot, Oui. hein. Tu dis le J'ai fait qu'elle ait une regardé communauté, deux- voilà, deux- qu'elle ait deux- une communauté et qu'elle parlait Non. du sujet des Malouest. C'est pas avoir une communauté. J'ai dit, cette lucane, cette visibilité. Tu peux avoir 2 millions d'abonnés et faire un direct, tu te retrouves avec 300 personnes. Tu vois? Mais elle, peut-être, je savais pas. En ce moment, si je me rappelle bien, je pense qu'elle était aux alentours de 24 000 abonnés. Voilà. Et elle avait une bonne visibilité. Ça veut dire que elle avait, on m'a dit, peut-être 1000 ou 2000 personnes en direct ce jour-là. Je sais pas. Mais moi, je n'étais pas connue. Moi, j'avais 3000 abonnés et 4000. Mais c'est pour ça que je te pose la question. Le fait, toi, de t'attaquer à quelqu'un qui a somme toute quand même près de 20, qui a plus de 20 000 abonnés, on va aller tout doucement. Et que toi, tu as 3 000, est-ce que c'est pas une manière pour toi de tirer un peu les regards vers toi? Je ne Est-ce que c'était pas une stratégie? C'est eux qui ont pris ça pour une attaque. Pour moi, ce n'est pas une attaque. Je ne l'attaquais en rien. J'étais juste venue contester ce qu'elle avait dit. Normalement, ma vidéo ne devait même pas être répondue. Parce que la vidéo, j'ai fait dans le même sens qu'elle. Avec appel. C'est les gens, les internautes qui ont commencé à appeler. C'est eux qui sont allés dans tous les sens. On a commencé à se moquer. Je suis montée presque à 2000, 3000 personnes en direct pendant que j'avais que 600 abonnés. Et mon titre, c'était Emma Louest. Donc, c'est pas elle. Si on veut dire que si je devais me saisir d'un sujet pour avoir des vues, c'est pas elle. C'était Emma Louest. Voilà. Elle n'a pas apprécié, au fait, cette prise de position qui la contredisait parce qu'en ce moment-là, sous la toile, ils avaient, on va dire, parce que moi, je ne savais pas tout ça. C'est après que je m'en rends compte. Parce que je suis en train d'expliquer des histoires qui sont passées il y a 2 ans. Donc, quand j'explique, on va penser que je ne savais comment elle était. Non. C'est la suite qui a fait que je me suis rendu compte qu'elle faisait plein de vidéos, elle s'est bagarrée avec beaucoup de personnes, elle s'est bagarrée avec beaucoup de personnes. Moi, la seule personne qu'on m'a dit que je connaissais un peu, c'était son frère Yakanus. Parce que j'ai une de mes copines qui est venue me parler de lui, qui a dit que, ah, lui, là, il raconte des histoires sur Facebook. Et c'est, quand l'appelait, il va expliquer mon histoire parce qu'elle avait un problème avec un de ses copains où elle voulait expliquer ça pour que ça passe sur la toile, parce que les gens puissent donner leur version. Donc, c'est lui, on va dire que j'ai vu 1 ou 2 de ses vidéos à cause de ma copine. Sinon, je n'étais pas sur la toile. Ok, si on en reste, on va dire, au fait que vous aviez échangé sur des propos, chacune de vous venait faire son direct, c'est à quel moment votre rivalité du moins prend une autre tournure et que vous en arriviez à des propos très orduriers qu'on a vus lors de certains de vos directs. C'est à quel moment vous franchissez ce pas-là? Moi, je suis toujours dans la contestation. En fait, c'est tellement je suis virulente, tellement je sais ce que je dis, tellement quand j'explique les choses, c'est vraiment détaillé, c'est vraiment poussé. La personne en face a besoin de surenchérir avec des mensonges et raconter autre chose. En fait, cette rivalité s'est créée parce que elle n'a pas voulu accepter que je la contredise. Voilà. Elle veut se permettre de contredire les gens, mais elle ne veut pas qu'on la contredise. Normalement, elle doit laisser, même cette soirée qu'on a eu à faire. Moi, je n'ai pas parlé. J'étais chez moi tranquillement. C'est elle qui a commencé avec cette histoire. Tu dis que tu étais bien habillée, tu étais chic, on te connaît, on t'a reconnu et tout. Ok.
Il n'y a pas de problème. Moi, on ne m'a pas reconnu. Je n'étais pas chic, je n'étais pas bien habillée. Je n'ai pas fait un bon travail. Moi, c'était, on va dire, la misère. Normalement, ce n'est pas toi de venir expliquer. Toi, tu étais au top. Moi, on va dire que j'étais à l'écart, je n'étais pas derrière les... Là, ça, je l'entends bien, mais outre ce que tu es en train de dire, Edwige, je reviens sur ma question. C'est à quel moment votre rivalité prend des tournures où vous lancez des propos ordurieux, vous vous insultez, vous descendez en bas de la ceinture parce qu'on a vu votre direct. Dès le début. Ah ouais. Dès que vous avez engagé les hostilités, en même temps, vous avez commencé à descendre en dessous de la ceinture. C'est pour ça que je n'aime pas parler, parce qu'il y a tellement d'explications. C'est quelque chose qui s'est passé. Bah, c'est l'occasion pour toi de te lâcher quelque part parce que on j'ai a dit- l'impression que quelque part vous entretenez cette rivalité avec autant de mots abjects où ce sont des insultes, des injures qui foisonnent qu'au final, on ne sait plus à quoi s'en tenir au fait. C'est eux qui entretiennent ces relations avec moi. Moi, je ne fais que me défendre en les attaquant. C'est tout. Et quand toi tu te défends, tu insultes aussi. Oui. C'est comme on dirait lorsqu'un fou prend ton habit que tu le pousses à te traiter de fou. Même si vous êtes, excusez-moi du terme, peut-être deux folles sur la toile, il va falloir qu'un jour quand même une de vous se ressaisisse pour que vous arrêtiez peut-être les injures, non? En fait, c'est... Qu'est-ce que tu penses de cela? Je suis fatiguée de parler d'elle parce que... Non, c'est pas pour parler d'elle. C'est juste pour évacuer, on va dire, cette thématique. Après, forcément, Évacuer, c'est quelqu'un que je n'ai aucune considération pour elle. Mais les gens veulent forcément que je parle d'elle. Donc, en fait, arrivé un moment où ça m'énerve. C'est-à-dire que je suis en train de faire mon sujet, je suis en train de parler, je peux avoir un commentaire qui va me mettre hors de moi. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de logique, qui n'a pas de développement, qui ne fait rien avancer. Voilà. Et quand tu veux passer à autre chose, tu veux rentrer voilà, elle essaie toujours de te ramener vers, on va dire, bon, bref, elle n'est pas... Au-delà d'Aya, je sais qu'il y a d'autres personnalités, il y a d'autres influenceuses, d'autres blogueuses avec qui tu as eu des attaques verbales, forcément, non? Oui. Comment ça s'explique que justement que tu te retrouves que dans des attaques verbales où il y a que des insultes qui foisonnent? Comment ça se trouve? Parce que je suis attaquée par ma personne et par mon développement. Et donc ta réaction, c'est d'attaquer aussi et Oui, parce que je ne d'injurier. sais pas me défendre. Je sais qu'attaquer. Je ne suis pas quelqu'un qui est victime. Je suis victime de personne. Si j'ai eu à poser un acte et que ça conduit à telle conséquence, je les assume. Voilà, donc la personne aussi, si la personne pose l'acte, il doit assumer le retour que j'ai à lui faire. Donc c'est comme ça. Maintenant, après, si tu ne veux pas être mêlé à ça, tu t'y mêles pas. Donc, moi, je me suis retrouvée dans une situation où, de par elle, je me suis retrouvée attaquée par plusieurs personnes. Voilà, en même temps. Donc, ce qui a fait que dans ma riposte, j'ai riposté comme tout le monde. Et voilà, donc, on sait que je suis la personne... Voilà, les gens m'attaquent facilement parce qu'ils savent que je peux leur donner une réponse. Et voilà, et vice-versa. Parce que, on va dire, entre guillemets, moi, je me définis un peu comme une clasheuse au niveau de mon blog. Mais j'aime faire les trucs qui sont sensés. Et ce qui m'énerve un peu, c'est que le niveau, il est bas. On peut se clasher sur de vrais sujets, sur de vrais arguments et sur de bons développements. Mais se clasher sur des futilités, sur des bêtises, je trouve que c'est fatigant. Voilà. Et comme je ne sais pas me laisser faire, ça fait que, voilà, je n'aime pas, on va dire, le mépris. Je ne supporte pas ça. On va faire une petite immersion dans ton enfance et ton adolescence pour aider à comprendre un peu tout ça. Tu as grandi dans quel environnement? Dans un environnement, on va dire, populaire, familial. Oui, simple. Je suis à Makori, au groupe Montfoncé. Voilà, j'étais à l'école à Notre-Dame de Trècheville. J'ai fait la primaire là-bas, la maternelle. Et la première année de primaire. Après, ma mère n'avait pas de possibilité parce qu'elle travaillait beaucoup, elle voyageait. Mon père aussi voyageait beaucoup. Donc, on nous a ramenés à l'internat. Donc, on était trois petits. Il y avait des grands, mais les trois petits sont allés à l'internat. Moi, ma soeur et mon grand frère. Ma grande soeur et mon grand frère. Donc, on a fait l'internat au moins 6, 7 ans. Après, on est revenu sur Abidjan. Moi, je suis revenue sur Abidjan. L'internat, c'était où? À Bassam, Grand Bassam. Voilà, NDA, à Grand Bassam, Notre-Dame des Apôtres. Après, je suis revenue sur Abidjan. J'ai été orientée. J'ai fait ma classe de
à Boisseau. Parce qu'après l'internat, j'étais la plus petite. Donc, mes frères et mes soeurs, ils avaient déjà passé leurs examens. Donc, ma mère ne voulait pas me laisser toute seule là-bas. Donc, on m'a envoyé chez mon oncle à Boisseau. J'ai fait le CM de là-bas. Et de là-bas, mon père s'est arrangé que je sois orientée à Abidjan au lycée municipal de Koumassi. Je n'ai pas supporté ce lycée-là. Il était loin, il était fatigant pour moi. Voilà, il était trop loin de ma maison, monter dans le bus, je ne supportais pas. Mon père aussi, il ne pouvait pas me déposer tout le temps. Donc, ça fait que on m'a enlevé là-bas et on m'a mis à l'école Montaigne, qui n'était pas loin de ma maison. Là-bas, jusqu'en classe de quatrième, c'est là que je suis tombée enceinte de ma fille, ma première fille. Et j'ai fait 2 années sans aller à l'école. Et j'ai repris encore ma classe de quatrième à Fred Nobel, à Macquarie. Et après, je suis retombée enceinte encore de mon fils. Et jusqu'en classe de terminale, j'étais à Sainte-Thérèse. Parce que comme je suis tombée enceinte quand j'ai accouché, c'était un peu intimidant pour moi de rester dans la même école du fait de reprendre l'année et que mes amis sont encore devant moi. Donc ça faisait que à chaque grossesse, je continuais d'aller à l'école, mais les années qui suivaient, je n'avais pas la possibilité de continuer Dans encore, la même école, moi, ouais. être en arrière et eux en avant parce que j'étais obligée de reprendre et tout. C'est vrai que j'avais des très bonnes moyennes, j'étais même au niveau d'aller, mais comme je n'ai pas fait l'année, je ne peux pas sauter. Donc, quand eux, ils sont en quatrième, moi, je suis en cinquième. Voilà, j'explique comme ça, sinon c'était la quatrième. Je suis revenue en quatrième. Eux, ils étaient déjà en première, donc c'était un peu difficile pour moi. Après, pour mon fils aussi, c'était la première. Quand je suis revenue, là même, je suis partie jusqu'en terminale et j'ai passé le bac. Après, j'ai arrêté l'école parce que j'avais déjà 2 enfants. J'ai fait des formations, j'ai fait une formation de caissière. Après, j'ai fait une formation d'auxiliaire en pharmacie. Après, ça ne me convenait pas. Je trouvais que c'était trop bas. Je suis plus dans le calcul, la comptabilité et tout parce que j'ai fait un bac G2. Après, j'ai ouvert un petit coin dans mon quartier, on va dire un petit maquis, un peu une cave, voilà, de mes propres fonds. Et en ce moment-là, c'était la crise, mais ça s'était passé, c'était bien. Mais hein, on sentait un peu une froideur dans le pays, un peu une stigmatisation. Voilà, on sentait un peu que le pays était un peu divisé et tout. Donc, ma mère voulait qu'on vienne en France. Moi, je voulais pas parce que j'étais très bien. J'avais mon petit coin, j'avais mon petit appart. C'est vrai que c'est la maison de mon père, mais il avait commencé à construire en haut et il avait laissé inachevé. Et moi, j'ai achevé. Donc, ça me donnait comme un chambre-salon. Voilà, c'était un petit studio, mais c'était tellement bien découpé parce que mon père aussi, il est calé un peu en électronique et tout, donc les trucs d'architecture, les trucs comme ça, d'appartement, il sait le faire. Donc il a construit la maison un peu différente des autres. Donc ça fait que j'avais comme un, un chambre-salon en haut, donc j'avais ma chambre et un petit salon, j'étais bien tranquille et j'avais ma petite cave, j'étais tranquille, je ne demandais pas plus. J'avais mes enfants, j'étais célibataire et j'étais tranquille. Voilà, j'avais pas de problème. Parfait. Il y a eu tellement de bouleversements, on va s'intéresser à ça. Entre le fait que tu ailles à l'internat après que tu fasses ton premier enfant en classe de quatrième, tu devais avoir autour de peut-être 14, 15, 16 ans. Il y avait 16 ans. 16 ans. Est-ce que tous ces bouleversements n'ont pas créé en toi certaines frustrations? Non. Peut-être, on va dire, un peu au début du fait que c'est vrai que c'est moi, on va dire, je n'étais pas la première à avoir eu des rapports. Mais du fait que je sois la première à être enceinte, ça a fait que chez nous, on dit, c'est quand tu es enceinte qu'on sait que tu connais un garçon. Sinon, tu peux dire que non, je suis vierge et tout, à moins qu'on fasse faire une vérification. Donc, moi, tout de suite, tout le monde savait que, on va dire, comme on dit en ivoirien, je connaissais garçon. Donc, ça faisait que j'étais très jeune, 16 ans, et voilà, les parents de mes copines, de mes amis étaient un peu, voilà, donc je me sentais, je sais pas si c'était moi, ma pensée, mais c'était une grossesse que je voulais. Quand je suis tombée enceinte, j'ai caché pour ne pas que mes parents m'emmènent me faire avorter. Donc, j'ai caché la grossesse jusqu'à presque 4 mois. Donc, j'ai fait comme si je savais pas, je savais très bien que j'étais enceinte. Donc, voilà. Après,
C'est vrai que j'étais un peu... Ça n'a pas créé vraiment une frustration parce que je voulais. Voilà. Je voulais... C'était difficile, c'était compliqué. Je sentais beaucoup de... Les regards, je sentais et tout. Voilà, Depuis petite, je suis un peu, on va dire, star. De toutes les petites, c'est moi, je réussissais vraiment à me faire remarquer. Voilà. Donc, tout le monde me connaissait. Voilà. Donc, ce qui a fait que quand je suis tombée enceinte, on va dire, c'est pas comme si j'étais, on va dire, la plus bandite, on va dire, en matière de relation avec les garçons et tout, mais j'étais la plus bandite, on va dire, au quartier. En matière de s'amuser et tout, j'étais vraiment une racaille même de ouf. Mais en matière, on va dire, de relation homme-femme, voilà, je suis plutôt réservée, je suis plutôt dans mon coin et tout. Mais bizarrement, elles ont eu des rapports avant moi, mais je suis la première à être tombée enceinte. Voilà. Donc, elle a causé avec moi parce que, voilà, il n'y a pas de problème avec mes copines, il n'y a pas de problème. Mais c'est avec les parents qui avaient de problème. Justement, lorsque tu étais petite, on va dire adolescente, comment est-ce que tu arrivais à gérer tes émotions? Tu les extériorisais ou tu les gardais en toi? Non, moi, je ne suis pas quelqu'un qui garde mes émotions à l'intérieur de moi. Je suis plutôt dans Tu aimes l'évacuation. extérioriser, Oui, ouais. oui. Et quand tu extériorises, c'est comment cela se manifeste? De manière assez violente ou de manière assez subtile? Comment est-ce que ça se manifeste lorsque tu veux extérioriser une émotion? C'est comme tu l'as dit, je suis dans la contrôle. Moi, c'est sur place. En fait, je ne sais pas garder. Quand j'ai une frustration, ça veut dire que si toi et moi, on a eu une altercation comme ça, et que je sens que je n'ai pas bien géré la situation, ça me met hors de moi. Toute la journée, je peux ruminer ça. Non, tu aurais dû faire comme ça, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire comme ça. Tu n'aurais pas dû te laisser marcher dessus, tu n'aurais pas dû faire comme ça. Donc, ça fait que quand moi, je me retrouve face à une situation, je fais comme je veux sur le coup. Et c'est fini. Et là, très souvent, tu as recours à... Le fait que tu aies recours aujourd'hui dans tes directs, je reviens un peu là-dessus, à pas mal d'insultes, à des injures, c'est parce que dans ton quotidien, lorsque tu étais adolescente, tu étais habitué à un environnement où il y avait des insultes, où ça, c'est venu de toi-même, de ton cursus de vie. Je remarque que tu ne regardes pas souvent mes vidéos parce que je n'insulte pas. Quelqu'un qui suit bien mes vidéos, il sait que je ne sais pas insulter. Parce que je n'ai pas reçu cette éducation d'injure. Mais je Tu n'as suis... jamais insulté dans tes vidéos, jamais d'injures. Quand je suis énervée, je peux... Parce qu'il y a certaines que j'ai vues justement où il y avait pas mal d'injures, comme par hasard, hein. C'est pour ça que j'en parle. Non, parce que je suis rentrée Sinon, dans... je dis pas que du 1er au 31 lorsque tu fais des directs, parce que, quoique, honnêtement, vous êtes une pluralité de blogueuses, d'influenceuses. Je suis pas tous les directs, mais il y a certains directs où vraiment je t'ai vu, En colère. Faut dire, je suis en colère. et cette colère, justement, se manifestait par des injures. Ça, j'ai trouvé ça un peu déplorable, en toute Je honnêteté. n'insulte pas. Bon, peut-être mes injures sont avec des mots genre, tu es idiot. Si c'est ça, ce sont des injures, il n'y a pas de problème. Mais pas les injures qu'on va dire, les gâte-gâte là. Je ne sais pas le faire. Voilà. Je ne sais pas faire des gâte-gâte. Si je dois insulter, je insulte avec imbécile, idiot, bête. Voilà. Mais je ne suis pas dans les gâte-gâte. Voilà. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui... Quand quelqu'un m'écoute, il sait que je n'insulte pas. Je dis ce que je vois parce que je sais que cette action, elle est bête. Voilà. C'est un imbécile qui réagit comme ça. C'est un bâtard qui fait ceci. Donc, c'est pas comme si je suis dans l'insulte. Non. Je m'exprime avec les mots et en fonction des actions qui sont posées par cette personne-là. Voilà. Si quelque chose d'idiot, je fais d'idiote. Je ne vais pas dire autre chose. Maintenant, si la personne, si on dit que c'est une injure, ok. Mais je suis quelqu'un, quand je prends les faits, je ne les modifie pas et je ne les arrange pas. Donc, quand tu fais un truc vis-à-vis de moi et que je dois réagir, je réagis avec l'émotion du moment et sur le coup. Et point. On va Moi, je pas, ne ressasse pas toujours les histoires qui sont passées depuis des années. Je continue d'avancer. parfait. On va pas en faire une polémique. Tu dis, du jour au lendemain, ta mère demande que tu viennes en Europe. L'Europe pour toi, c'était pas forcément un projet de vie, d'autant plus que tu étais très bien en Côte d'Ivoire, comme tu l'as dit. Mais tout de même, tu arrives en Europe. Ça se passe comment ton insertion? Ça se passe difficilement parce que je suis tombée dans une famille catastrophique où j'ai rencontré le père de mes enfants, celui avec qui j'ai eu les 4 enfants. Voilà, une famille qui ne m'a jamais acceptée, qui ne m'a jamais appréciée, voilà, qui n'a jamais voulu de moi. Mais l'amour qu'il y avait
entre lui et moi était fort. Donc, on a décidé d'aller quand même ensemble. C'était vraiment difficile. J'étais attaquée de partout. J'ai été même bastonnée et tout. En France, hein. Mon visage était défiguré, pardon. Défiguré Par qui? Par ton homme ou bien par... par son frère, sous la demande de sa mère. Oui, il voulait pas de moi, en fait. Mais comme on s'aimait, il y a eu plein d'inventions. Je suis sortie avec le frère, je suis sortie avec le beau-frère. Je voulais sortir. J'ai eu tellement de choses juste pour ne pas qu'on sorte ensemble. Voilà. Et comme on s'aimait véritablement, je pensais, il y a eu même qu'il a perdu son travail à cause de la relation qu'il entretenait avec moi, parce que c'était sa sœur qui l'embauchait. Voilà. Son frère m'a tapé sur la demande de sa mère et tout. Il y a eu plein de choses. Sa mère lui a donné une première femme. J'en donnais parce qu'il me dit que ça, c'est ta femme et tout. Ça n'a pas fonctionné et tout. Il insistait. Et après, c'était difficile. Comment on peut rester dans un tel environnement, une telle atmosphère et aller jusqu'à faire 4 enfants? Parce que je savais que l'amour était là, mais je n'ai pas pensé que le lien familial était plus fort. Voilà. Donc, je sais qu'il m'aime, mais il aime sa famille, on va dire, plus. Donc, au début, il pensait peut-être arriver à convaincre sa famille de m'accepter et tout. Et au moment où ils allaient m'accepter, ils ont posé une condition. Donc, lui, il voulait que moi, j'accepte cette C'était laquelle condition, comme condition? C'était quoi comme que je me condition? convertisse à la religion musulmane qui demandait à ce que j'accepte qu'ils prennent plusieurs femmes. Voilà. Donc, moi, je dis que je ne peux pas me convertir. Voilà, je suis chrétienne, je reste chrétienne. Il n'est écrit nulle part qu'une femme chrétienne doit se convertir pour se marier à un homme musulman. On a dit, si elle est chrétienne, qu'elle est croyante, elle peut se marier avec un musulman. Donc, je n'ai pas besoin de me convertir. Je ne veux pas me convertir, je suis bien dans ma religion et tout. Voilà. Et me convertir demande autre chose. Parce que là, je rentre maintenant dans être musulman et être musulman, il y a cette polygamie que je ne veux pas et que je sais que ma belle-mère veut, parce qu'elle-même, elle est dans la polygamie, toute la famille est dans la polygamie, et moi, je ne veux pas me retrouver dans ça. C'est vrai que j'aime un homme musulman, mais je ne veux pas de polygamie, et je ne veux pas me convertir. Voilà. Et comme lui, il a trouvé que ce n'était pas juste de ma part, parce qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait, il avait fait son effort, il m'avait imposé, on va dire, à l'intérieur de sa famille. Maintenant, où sa famille m'accepte, maintenant, où on doit passer l'étape, moi, je refuse d'accepter Cette condition, cette énième condition, ouais. Voilà. Il n'a pas supporté. Il voulait faire les choses à sa manière et pensait que j'allais, du fait que je Cette l'aime, relation a pris fin depuis combien de temps? depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Quelle leçon tu en as tiré? Euh, bon, je suis heureuse. Bon, je devais avoir mes enfants, je pense. Sinon, depuis le début, on devait se séparer. Mais je pense que c'est parce qu'il fallait que j'aime mes enfants. Je sais pas. Mais ce que je peux tirer, c'est que l'amour n'est pas plus fort que tout. Comparé à ce que les gens peuvent penser, l'amour, il y a... C'est très compliqué pour moi parce que quand tu aimes quelqu'un et que la personne te trahit, ça fait mal. Tu t'es senti trahi comment? J'ai jamais pensé qu'il pouvait aller se marier dans mon temps. En fait, j'ai accepté beaucoup de choses. J'ai supporté beaucoup de choses. À frapper, défigurer, humilier, salir. On a même inventé plein de choses que j'ai supportées. Je sais que lui aussi a supporté beaucoup de choses. Mais moi, une femme, fait 4 enfants, après avoir fait 2, me retrouver avec 5 enfants et toute seule, je trouve que c'était méchant.